Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. C'est une scène qui en dit long sur le nouveau visage du Moyen-Orient. Donald Trump à la Maison-Blanche, promettant de faire de l'Arabie Saoudite un allié majeur hors OTAN. Un statut rare, lourd de sens et surtout lourd d'intention. En face, le prince Mohammed bin Salman s'offre une visite d'État transformée en véritable marathon de deals. De la défense à l'énergie, en passant par les infrastructures ou encore l'intelligence artificielle, jusqu'à $1 billion, 1 000 milliards de dollars d'engagements annoncés. Du jamais vu entre Washington et Riyad. Trump déroule donc son storytelling favori, l'Amérique d'abord, les deals ensuite, l'emploi américain en filigrane. MBS, lui, joue une autre partition. Puissance régionale, sécurité garantie et ambition nucléaire avec un message politique central, celui de la normalisation avec Israël qui n'aura pas lieu sans une voie crédible vers un État palestinien. Une position réaffirmée publiquement d'ailleurs dans le bureau ovale hier, malgré les attentes insistantes de Trump et les refus catégoriques du gouvernement Netanyahou. Certains évoquent les limites du bromance Trump-MBS, à savoir une admiration affichée, un pragmatisme assumé, mais aussi une grande volatilité américaine. Riyad veut une alliance stratégique durable. Trump privilégie les relations personnalisées et les deals ou les relations transactionnelles. Cette visite pose donc une question centrale. Sommes-nous à l'aube d'un nouvel ordre régional ou tout simplement à la conclusion d'une immense opération de communication politique? La réponse se jouera sur 3 dossiers. Il y a l'Iran et le risque d'un nouveau conflit. Il y a aussi cette normalisation saoudo-israélienne. Et enfin, il y a la crédibilité des engagements économiques colossaux annoncés par Riyad. Pour l'heure, Trump et MBS réactivent une alliance qui pourrait redessiner la sécurité du Golfe, la dynamique des accords d'Abraham et la compétition globale entre les États-Unis et la Chine. Et la question est d'actualité. Nous la posons ce soir à nos 2 experts se joignent à nous depuis Abu Dhabi, Dr Mohamed Badine Al-Yatiwi. Bonsoir, Dr Yatiwi. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de défense des Émirats arabes unis. Encore une fois, bienvenue parmi nous. Merci. Et cette fois, depuis Vancouver, au Canada, se joint à nous l'expert en stratégie politique, Hicham Ouattadid. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation, Madame Fadila. Marhaba bik ma'ana. Première question, messieurs. Quel est selon vous le point d'orgue de cette rencontre historique, à plus d'un titre, entre le prince Mohammed bin Salman et le président américain Donald Trump? Mohamed Badine Al-Yatiwi. Écoutez, on est face à un moment historique. On a vu que la politique étrangère de Donald Trump et sa vision du Moyen-Orient plaçait l'Arabie Saoudite au centre de ses préoccupations. Il y a une volonté de sceller une nouvelle alliance stratégique avec les Saoudiens qui s'était un peu essoufflée sous Biden et aussi déjà un peu sous Obama, il faut le rappeler. Et donc là, il y a la volonté de repartir de l'avant avec des accords économiques, des deals comme les aime Trump, de la transaction et aussi la volonté de placer les Saoudiens dans une situation confortable sur le plan sécuritaire en échange d'investissements, on va en parler, et de partenariats économiques, puisqu'il y a des menaces qui se font de plus en plus pressantes pour les Saoudiens, la menace iranienne depuis plusieurs années maintenant, et aussi la volonté du prince héritier Mohammed bin Salman de faire de son pays une véritable puissance régionale avec tous les attributs de souveraineté, dont le militaire. Et c'est là que ça devient très intéressant, et évidemment que ça crée aussi des problèmes avec un autre allié régional qui est Israël. Absolument, et le rôle de ce pays aujourd'hui dans la région, parce qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table entre ces 2 alliés, il faut le dire, historiques, mais avec aujourd'hui une nouvelle dynamique dans la relation entre Washington et Riyad, et à se poser même la question du repositionnement géographique des États-Unis dans la région. Mais avant, je vais poser la même question à mon autre invité, Hicham Ouattadid. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette visite du prince Mohammed bin Salman à Washington? Je pense d'abord que Trump a choisi d'en faire un allié central. Et ça, on l'a tous constaté et observé à travers
notamment la communication médiatique entre les deux chefs d'État à l'intérieur de la Maison Blanche, dans le bureau ovale du président américain. Et je pense que malgré les critiques internes et internationales, en fait, Trump a été vraiment de mettre en avant son choix stratégique d'accueillir en visite d'État le prince MBS au sein du bureau ovale. Et je pense que le symbolique en fait de l'accueil garde à cheval sur vol aérien renvoie à un traitement réservé aux acteurs clés du système américain, et le président américain a voulu démontrer comme quoi l'Arabie Saoudite en fait jouera et continuera à jouer un acteur clé dans la politique extérieure américaine dans cette partie du globe. Et cette réhabilitation en fait est un message à l'ensemble des partenaires du Golfe. Trump, l'Arabie redevient le pivot, et c'est ce qui a été vraiment clairement démontré à travers en fait la séance médiatique entre les deux chefs d'État devant l'arsenal en fait médiatique des journalistes qui étaient là pour la couvrir. Et je pense qu'elle marque aussi le retour du réalisme pur en fait où les intérêts stratégiques surpassent les considérations morales. Et c'est aussi une indication en fait de cette personnalisation extrême des relations internationales, et ce qui se voit clairement en fait entre les deux chefs d'État, et aussi à travers en fait les mots bien choisis par le président américain lors de cette séance médiatique. Aussi, je pense que en désignant en fait Riyad comme un allié majeur non membre de l'OTAN, Trump rehausse en fait son statut militaire et stratégique. Et ce geste repositionne en fait l'Arabie Saoudite au-dessus d'autres partenaires traditionnels comme la Jordanie et l'Égypte. Aussi, on a tous en fait remarqué cela, que l'objectif était clair, de créer un triangle stratégique Washington, Riyad, Tel Aviv, même s'il n'a pas été clairement en fait dit, mais quand même le message était bien clair politiquement entre les lignes politiques des deux chefs d'État. Et Trump en fait cherche à institutionnaliser cette relation au-delà de son propre mandat, et aussi ce statut donne à Riyad un accès privilégié aux technologies américaines comme on l'a tous observé, et c'est une réponse à un rapprochement sinon saoudien pour dire que l'Arabie Saoudite en fait reste vraiment le terrain gardé des Américains dans la région. Commentaire, Mohamed Badiliati, oui. Écoutez, on est face à une dynamique qui est complexe pour Donald Trump, puisqu'il a besoin d'alliés solides, et en même temps, ces alliés parfois peuvent s'opposer, pas directement, mais indirectement, avec des visions et une volonté d'influence et de domination. Donc, on voit que les choses ont bougé un peu partout au Moyen-Orient. L'Iran est affaibli, le Liban est dans une nouvelle phase avec un nouveau président et un nouveau gouvernement, le Hezbollah qui est affaibli, la Syrie est face à une situation complètement nouvelle, et donc l'Arabie Saoudite, très clairement, est un pôle de stabilité et évidemment le plus gros PIB de la région, et un pays qui a une symbolique religieuse très très forte pour tous les musulmans. Donc il sait qu'il faut s'appuyer sur l'Arabie Saoudite. Il sait aussi qu'il faut aider son ami, puisqu'il le considère comme un ami, le prince héritier Mohammed Ben Salman, pour aussi réussir ses projets de développement à long terme, qu'on appelle Vision 2030, une sorte de vision accélérée pour transformer l'économie saoudienne. Et pour la stabilité de l'Arabie Saoudite et de la région, Donald Trump est prêt à bien évidemment aider son ami sur le plan sécuritaire, et en contrepartie, il y a des investissements colossaux qui seront faits et des achats d'armement, puisqu'on parle du premier client quand on parle d'achat d'armes pour les Américains. Donc cette transaction, cette diplomatie transactionnelle dont on a souvent parlé, quel que soit le sujet concernant Donald Trump, est là vraiment en action. Est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite peut devenir un allié aussi stratégique que l'Égypte, par exemple, ou Israël, pour les États-Unis? L'Égypte, oui, puisque l'Égypte est en perte de vitesse à la fois sur le plan diplomatique et à la fois sur le plan économique. Il y a une crise économique assez importante en Égypte, économique et sociale. La diplomatie égyptienne a néanmoins montré son importance, a démontré son importance lors des négociations concernant Gaza, puisqu'ils ont été au premier chef, mais on voit qu'aujourd'hui, dans le monde actuel en 2025, l'économie est l'élément central, et même si l'Égypte a été le premier pays à signer la reconnaissance d'Israël, le premier pays arabe à signer un accord de paix avec Israël et la reconnaissance de l'État israélien, on voit très, très clairement qu'il y a un essoufflement de l'Égypte qui de toute façon dépend des financements saoudiens et émiratis pour pouvoir continuer à tenir. Donc oui, elle peut prendre, et elle a déjà pris à mon avis la place de l'Égypte, puisque sur tous les dossiers que j'ai évoqués, Liban, Syrie,
etc. C'est l'Arabie saoudite vraiment qui est l'interlocuteur privilégié de Washington. L'autre puissance régionale musulmane, entre guillemets, ça serait plutôt la Turquie et non pas l'Égypte. Ce serait Turquie, Arabie saoudite vraiment qui mène. En ce qui concerne la relation entre les États-Unis avec Israël, elle est tellement spécifique et tellement particulière que je pense qu'il sera difficile pour l'Arabie saoudite d'arriver à se substituer en termes d'importance à l'importance que peut avoir Israël aux yeux de Washington, puisque là, ça ne dépend pas uniquement de Donald Trump, mais ça dépend en fait de l'ensemble de l'establishment américain, républicain et démocrate, du Congrès et d'autres éléments, d'autres institutions importantes au sein de l'administration américaine, mais aussi au sein des institutions américaines. Donc ça ne dépendra pas uniquement de Donald Trump. Il sera évidemment plus difficile pour les Saoudiens de déloger la place d'allié numéro 1 qui est détenue par Israël depuis des décennies. On y reviendra, mais la portée réelle, Hicham Moatadi, du statut d'allié majeur hors OTAN, pour reprendre les termes du président américain en décrivant désormais l'Arabie saoudite. Je pense en fait, comme je l'ai bien mentionné, que le Riyad en fait va devenir un allié majeur non membre de l'OTAN et Trump a rehaussé son statut militaire et stratégique. Ce geste en fait repositionne l'Arabie saoudite au-dessus des partenaires traditionnels. Et je pense que c'est un privilège aussi pour le régime en fait de l'Arabie saoudite, mais aussi pour pour les relations en fait américo-saoudiennes. Et je pense que l'Arabie saoudite va redevenir en fait un acteur très privilégié, je ne suis pas vraiment du premier rang du monde arabe dans cette région en fait du globe. Et le partenariat en fait Riyad-Washington va marginaliser jusqu'à certains points, d'après ce qu'on a pu déduire en fait de ce qui a été dit hier dans le bureau ovale, certaines puissances régionales, et donc il va donner vraiment un privilège stratégique et politique à Riyad en fait pour qu'il puisse vraiment occuper son rôle comme le souhaite le président des États-Unis dans cette en fait région du globe. Et il ouvre aussi la voie à un réalignement en fait des alliances après les guerres de Gaza. Et aussi cette rencontre est venue vraiment pour repenser en fait cette relation entre Washington et Riyad pour qu'ils puissent vraiment évoluer dans une autre philosophie en fait après le 7 en fait octobre. Et je pense que la modernisation militaire en fait saoudienne aura un impact direct sur la sécurité du globe et MBS cette position en fait comme futur arbitre des équipes arabes dans cette région. Et cette logique est un tournant dans la rivalité aussi avec l'Iran et c'est ce qu'on a pu constater dans les propos en fait du président américain. Et je pense qu'effectivement Riyad va essayer de redevenir en fait l'acteur privilégié, sans concurrent jusqu'à au moins en fait durant en fait la présence en fait du président Trump comme président des États-Unis dans cette région et va être vraiment la référence américaine privilégiée dans les relations américaines dans cette région du globe. Est-ce que vous pensez que la normalisation, Hicham Moatadi, avec Israël resterait gelée avec le refus tout simplement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? Je pense que le refus est une tactique stratégique de la part en fait, du leadership israélien pour qu'il puisse vraiment aller chercher le plus de gens possible avec la pression qu'il souhaitait ou qu'il souhaiterait vraiment de la part du président américain. Je pense que Trump, on peut voir dans ce rapprochement la pierre angulaire de son héritage diplomatique MBS. En fait, on l'a tous constaté, temporise, mais ne ferme pas la porte et cherche une carte palestinienne crédible. Et Riyad veut une normalisation utile, mais pas symbolique. Mais si Netanyahou refuse cette option de l'État palestinien, est-ce que ce dossier de normalisation avec Israël resterait en suspens? Mais malgré ça, rien n'empêche d'approfondir les relations entre Riyad et Washington. Je pense en fait que le refus de la part du leadership israélien d'un État palestinien va poser vraiment un problème tactique, mais aussi au niveau du symbolique et de l'acceptation de cet accord de la part de Riyad. Et je ne penserais pas, en fait, ça c'est mon point de vue personnel, que Riyad va céder facilement à cette pression de Netanyahou vis-à-vis vraiment de non-acceptance et de non-reconnaissance vraiment d'un État palestinien. Et je pense que les États-Unis vont essayer d'aligner cette priorité saoudienne et israélienne avant d'en arriver à un accord complet qui va vraiment
trouver un équilibre entre le Riyad et Tel Aviv pour qu'ils puissent vraiment être d'accord sur un certain équilibre géopolitique entre les deux pour qu'ils puissent vraiment se protéger, mais aussi protéger leur image dans la région et aussi au sein du globe. Et je pense que l'enjeu majeur, c'est transformer l'Arabie en acteur stabilisateur régional aligné sur Washington, et ce que Washington va essayer de faire et utiliser comme carte de pression sur Netanyahu pour qu'il puisse vraiment céder par rapport à ses propos politiques qu'il essaie toujours de mettre en avant pour le vendre, d'abord pour son électorat au niveau interne, parce qu'on le constate toujours, il a un certain nombre de problèmes. Je pense aussi que c'est dans ce sens-là que c'est un discours vendeur et politique beaucoup plus vraiment que stratégique. Et je pense que c'est aussi une réponse à la fragmentation actuelle du Moyen-Orient, et je pense aussi que le président américain va essayer vraiment de mettre beaucoup plus de pression sur Netanyahu que sur FBF pour qu'il puisse arriver à un accord majeur qui répond aux attentes des deux leaderships dans la région. Alors, il y a un dossier sur lequel le prince héritier saoudien a beaucoup insisté, c'est les négociations nucléaires avec l'Iran. Pourquoi, Sidi Mohamed Badiliati, pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite croit peut-être encore à une possible désescalade régionale? Comment l'Arabie saoudite voit, en tout cas, la menace iranienne aujourd'hui? Écoutez, elle sait que les Iraniens ont été touchés par les bombardements israéliens et surtout le bombardement américain, mais on a eu plusieurs rapports américains qui spécifiaient qu'en réalité, le programme nucléaire iranien n'avait pas été totalement détruit, contrairement à ce qu'avançait au départ Donald Trump. Donc la menace existe toujours, et l'ensemble des pays du Golfe, pas seulement l'Arabie saoudite, continue de voir l'Iran comme une menace. De la même manière, il sait aussi que sa demande de nucléaire civil et ce partenariat en matière nucléaire civile avec les Américains est à la fois une volonté pour les Américains de couper court à d'éventuelles négociations entre les Saoudiens et les Russes, ou entre les Saoudiens et les Chinois, sur la thématique du nucléaire civil, mais ça pose un problème à un autre partenaire des États-Unis qui est Israël. Israël voit d'un très mauvais œil le développement même d'un nucléaire, même civil, en Arabie saoudite. Et en fait, chez les Saoudiens, il y a quelque chose qui est clair, c'est que le refus du nucléaire iranien, qu'il soit civil ou militaire, est lié à la question de la domination régionale. Si les Iraniens obtiennent et arrivent à produire une bombe nucléaire, évidemment, les Saoudiens, le lendemain, souhaiteront en avoir une afin de se protéger et de mettre en place un processus de dissuasion. Donc ça, l'Arabie saoudite a déjà exprimé... qui est très clair. Et les Israéliens refusent que n'importe quel autre pays de la région ait l'arme nucléaire, puisqu'évidemment, si les Saoudiens et les Iraniens l'ont, les Turcs la voudront aussi, les Émiratis aussi, etc. Et donc là, on aura une forme d'escalade. Mais l'Arabie saoudite a déjà exprimé le vœu de détenir l'arme nucléaire, voire même de sous-traiter cela par d'autres pays. Tout à fait. Et là, on est face à un véritable dilemme, puisque ça revient à la première question que vous m'avez posée sur est-ce que l'Arabie saoudite pourrait se substituer à Israël comme partenaire majeur des Américains dans la région. J'en doute fort. Je doute fortement de tout cela, puisque les Israéliens restent les alliés principaux, et on voit que aussi bien sur la question du nucléaire dont on est en train de parler, ou sur la question des F-35. Et voilà, justement, la vente de F-35 à Riyad, est-ce qu'elle ne menace pas finalement l'avantage israélien en termes militaires dans la région? Et c'est pour ça que je pense que même si Donald Trump donne son accord, le Congrès ne le verra pas de cet œil-là. En tout cas, il autorisera peut-être la vente des F-35 aux Saoudiens et derrière peut-être à d'autres pays de la région comme les Émirats arabes unis, mais à condition qu'Israël bénéficie d'une technologie plus avancée et d'une technologie supérieure. Puisque l'idée, c'est toujours que les armements américains aillent en priorité à Israël et que les derniers, on va dire, derniers modèles, dernière génération, les modèles les plus développés, soient toujours entre les mains de l'armée israélienne pour lui donner cet avantage stratégique majeur et un véritable avantage compétitif, on pourrait dire. Donc, Donald Trump souhaite placer l'Arabie saoudite comme un allié stratégique majeur. On en a parlé. Vous en avez parlé avec mon collègue et ami sur les avantages à avoir, par exemple, le statut d'allié majeur hors OTAN. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais quand on rentre sur des questions réelles de moyens opérationnels et d'armement militaire, on est face à une difficulté au sein de la région, puisque les Saoudiens et les Émiratis ne sont pas les seuls à être touchés par cette doctrine américaine. Les Turcs aussi se sont vus refuser les F-35. Ils ont essayé à un moment donné d'aller vers les Russes.
et se sont rendus compte que ça posait des problèmes, parce qu'eux sont membres de l'OTAN en matière d'interopérabilité, ça posait tout un tas de problèmes. Et on voit qu'Erdogan, maintenant que Trump est revenu à la Maison-Blanche, eh bien, il s'est rapproché très clairement des États-Unis, ce qui n'était pas le cas sous Biden. Donc on voit que cette configuration, cette question d'armement, ce n'est pas uniquement une question technique ou une question purement militaire, c'est une question qui est avant tout stratégique. Et c'est une question aussi de priorité et de vision stratégique des États-Unis dans la région qui font que, en fait, Israël est toujours avantagé puisque ça fait partie, on va dire, de la doctrine américaine qui est bipartisane. Est-ce qu'on peut parler d'un traité? Est-ce qu'on peut parler d'un traité historique, d'un traité de sécurité avec Washington, entre Riyad et Washington aujourd'hui? Ou ce sont tout simplement des deals? Pour le moment, ce sont des deals. On verra si à la fin, il y a un traité très clair, comme il y avait eu par exemple le pacte de Quincy entre le grand-père du prince héritier Mohammed Ben Salman et le président Roosevelt. Peut-être qu'on aura un traité écrit avec différents points ou bien un pacte. Pour le moment, on est face à des deals. Mais évidemment, les garanties de sécurité américaines offertes à l'Arabie saoudite sont des garanties qui n'ont jamais été données auparavant à un pays du Golfe, et ils se placent bien évidemment face à la situation que je décrivais, des investissements saoudiens aux États-Unis, mais aussi du fait que le Qatar a été attaqué par Israël, ce qui a inquiété les Saoudiens, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir deux menaces pour leur sécurité, pas seulement l'Iran, mais également Israël. Et donc, évidemment, l'Arabie saoudite, comme puissance régionale majeure du côté des monarchies arabes sunnites, ne peut pas se permettre d'être dans une situation de faiblesse face à quiconque, que ce soit l'Iran, Israël ou n'importe qui d'autre. Donc il y a cette volonté de garantir la sécurité des Saoudiens de la part des États-Unis, car ils savent qu'en contrepartie, sur tout un tas de dossiers que j'ai cités tout à l'heure, les Saoudiens vont jouer un rôle important et un rôle clé, et peut-être à terme, comme vous en avez parlé avec mon collègue, avoir à terme peut-être un accord pour une participation aux accords d'Abraham, qui est bien évidemment lié intrinsèquement à la création d'un État palestinien, mais qui est bloqué pour le moment, comme vous l'avez dit. Mais tout cela, on prépare le terrain en réalité, puisque Benjamin Netanyahou, a priori, dans un an, devra se soumettre à des élections. Peut-être qu'il y aura des élections anticipées, qui sait, et peut-être qu'il ne sera pas réélu, qu'il n'aura pas de majorité. Donc à ce moment-là, peut-être qu'avec un nouveau chef de gouvernement, on aura peut-être une feuille de route pour la création d'un État palestinien à moyen terme, voire à long terme, mais au moins avec une feuille de route. Et peut-être qu'à ce moment-là, les Saoudiens qui avaient commencé à clairement se positionner pour une participation aux accords d'Abraham avant le 7 octobre 2023, bien peut-être qu'à ce moment-là, ils vont pousser leur avantage et carrément faire partie des accords d'Abraham. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qui sont négociées en cas de signature pour les accords d'Abraham. Peut-être qu'il y aurait même des garanties de sécurité supplémentaires, voire même la possibilité d'obtenir d'autres types d'avantages. Est-ce qu'Israël aurait intérêt à soutenir les ambitions de MBS pour 2030, par exemple? Ah oui, bien sûr. Mais déjà, avant le 7 octobre 2023, il y avait des délégations israéliennes qui se rendaient en Arabie saoudite, et le partenariat économique fonctionne et a continué de fonctionner, même pendant les 2 ans de conflit. Donc là, la question diplomatique est différente. Il y a des relations économiques, mais il n'y a pas de relations diplomatiques officielles. Et bien évidemment, les Israéliens ont tout intérêt à avoir un partenaire comme l'Arabie saoudite qui se développe et qui se stabilise. Puisque, évidemment, il fait partie des pays qui, à la fois, stabilisent la région de par sa situation interne, je parle de l'Arabie saoudite, mais aussi par son action au sein des différents pays de la région. Et Israël en a besoin. Elle a besoin de l'Arabie saoudite pour, par exemple, négocier avec le nouveau pouvoir syrien. Elle a besoin de l'Arabie saoudite pour pouvoir aussi négocier avec le Liban. Sinon, évidemment, on laisse la porte ouverte à d'autres puissances qui, elles, sont clairement antagonistes en termes d'intérêt, et je pense notamment aux Iraniens. À l'Iran, exactement. Il y a la Turquie aussi, on y reviendra. Hicham Mu'tadid, puisqu'on a ouvert avec Mohamed Badil Yatioui le chapitre économique, parlons de ces 1000 milliards de dollars, ou le billion, le trillion en anglais, qui ont été annoncés. Est-ce que c'est crédible, selon vous, d'abord, et ou est-ce purement politique? Je pense d'abord que c'est purement politique, en fait, pour l'image de MBS auprès
en fait, de la communauté des affaires américaines. Je pense que l'annonce des 1 000 milliards, en fait, est un signal fort à toute l'industrie économique qui se trouve aux États-Unis, mais aussi pour les hommes d'affaires qui se trouvent au sein de l'Arabie saoudite. Je pense que cela prépare un ancrage aussi structurel entre l'économie saoudienne et les États-Unis. C'est très important parce que le pilier ou le levier économique constitue vraiment l'axe, le pivot sine qua non, primordial en fait dans cette relation entre Washington et Riyad. Et je pense que le prince héritier veut en fait constituer un réseau de dépendance réciproque pour sécuriser l'appui américain. Et tout se passe à travers le levier économique parce qu'on le sait tous que le président américain en fait privilégie plus en fait cet acte pour garder, maintenir ou même renforcer en fait ces relations bilatérales avec le globe. Et je pense que ces investissements en fait donnent aux États-Unis un poids décisif dans la vision 2030 en fait de MBS, et cela en fait privilégie les intérêts américains et aussi sécurise en fait stratégiquement les intérêts de la diaspora d'affaires américaine au sein de ces pays. Je pense aussi que c'est une manière de réduire la dépendance saoudienne à la Chine parce qu'on a vu tous que durant le mandat Biden, en fait, il y avait un rapprochement entre Pékin et Riyad, et je pense qu'avec le retour de Trump, il a essayé en fait de dire que je suis là de retour pour protéger les intérêts non seulement des États-Unis, mais aussi de toute la classe des affaires ou des business américains. Je pense que Trump y voit un aspect technologique jusqu'à certains points qui renforce la relation politique interne au sein des États-Unis. Alors pourquoi l'Arabie saoudite, vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de défense, Mohamed Badili Yatioui, pourquoi l'Arabie saoudite investit aussi massivement dans d'abord l'IA, mais surtout les data centers américains? Alors, l'IA, c'est parce qu'il y a une compétition internationale et une compétition régionale pour se placer sur ce marché qui est un marché d'avenir. On sait que les Émirats arabes unis ont grande longueur d'avance sur le plan régional. Exact. Ils ont investi là-dedans depuis plusieurs années. Ils ont monté des structures assez importantes, notamment le G42, qui est aussi lié aux États-Unis. Et on sait que pendant longtemps, les Chinois ont essayé de se positionner dans la région, notamment vis-à-vis des États-Unis, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, et que Donald Trump, depuis son retour à la Maison-Blanche, a essayé de couper l'herbe sous le pied des Chinois. Biden avait déjà commencé, mais Trump y va de façon beaucoup plus directe, évidemment, fidèle à son style, pour permettre aux États-Unis de chasser un peu les Chinois des pays du Golfe en matière d'IA et faire dominer la technologie américaine. Donc, bien sûr, la contrepartie de tout cela, c'est qu'on lie à Washington la question technologique, la question de l'IA, la question des data centers, avec la question des garanties de sécurité. C'est-à-dire que ce qui est très, très clairement dit, notamment aux Saoudiens, c'est vous pouvez vendre du pétrole à la Chine. Nous, Américains, ça ne nous dérange pas puisque nous sommes désormais, entre guillemets, autosuffisants avec notre propre pétrole américain. Mais en revanche, quand ça touche à l'IA, qui est quelque part, si je puis me permettre, le pétrole du 21e siècle, là, à ce moment-là, non, il faut que ce soit les intérêts américains qui prévalent et que les sociétés américaines aient leur mot à dire sur ce marché-là. Et évidemment, pour pouvoir développer tout cela, on sait qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Les Français aussi l'ont démontré. Il y a 50 milliards qui ont été posés sur la table par les Émirats arabes unis pour développer l'IA en France. Et bien de la même manière, les Saoudiens vont déposer plusieurs centaines de milliards de dollars pour développer encore plus l'IA aux États-Unis. Donc on voit qu'on est face à une compétition, c'est la compétition technologique qui réellement va façonner le 21e siècle et les prochaines décennies, puisque c'est lié à la fois au développement économique, au développement militaire et aux questions évidemment de sécurité nationale pour quel que soit le pays. Et pour un pays comme les États-Unis, c'est quelque chose d'important d'avoir toujours une longueur d'avance sur son adversaire direct qui est la Chine. Pour revenir, Mohamed Badili Yatioui, sur ces 1 000 milliards annoncés, en tout cas les scissions, c'est sûr, ça a été annoncé déjà en mai dernier. Et puis hier, on va plus loin, on rajoute 400 autres milliards pour donc ces 1 000 milliards. Avec les engagements engagés pour la vision 2030, est-ce que ça ne peut pas être contraignant pour l'Arabie saoudite de tenir ses engagements vis-à-vis de Washington? Ça sera très compliqué. Là, on est dans une période, j'ai envie de dire, de lune de miel. C'est-à-dire que quand on a ces rencontres diplomatiques au plus haut niveau, on a évidemment beaucoup de choses qui sont annoncées. On a des chiffres
très importants qui sont annoncés. On sait quand on fait l'évaluation des années plus tard que les chiffres ne sont pas aussi importants. Alors évidemment, ils resteront très importants. Ce sera peut-être pas 1000 milliards, ce sera peut-être 700, ce sera peut-être 800, mais ça reste des sommes incroyables. Maintenant, pour les Saoudiens, il y a une urgence puisque le prince héritier Mohammed Ben Salman souhaite asseoir sa légitimité via le projet Vision 2030. Il est à la fois prince héritier et Premier ministre pour mettre en œuvre lui-même son projet et sa vision. Et donc, évidemment, du côté américain, il y a une volonté de retour sur investissement. La stabilité de l'Arabie saoudite compte énormément. Et du côté des Saoudiens, il y a aussi j'ai envie de dire, une véritable question, c'est que cet argent est investi aux États-Unis et n'est pas investi localement en Arabie saoudite pour Vision 2030. Et on sait que l'Arabie saoudite a beaucoup de mal à trouver des financements étrangers pour financer les projets liés à Vision 2030. Soit parce qu'il n'y a pas assez de garanties qui sont offertes en termes de rentabilité. Il y a aussi cette garantie juridique, le droit commercial, le droit des affaires saoudiens est en train d'évoluer assez rapidement pour s'adapter aux critères liés à la globalisation. Mais il y a aussi d'autres éléments, c'est que des projets sont considérés comme pharaoniques, mais beaucoup d'investisseurs étrangers doutent de la pertinence à moyen et long terme de certains de ces projets. Donc on voit qu'il y a des projets qui sont retardés, des projets qui sont annulés, des projets qui sont adaptés. Donc tout cela fait qu'il y a beaucoup de défis à venir pour le prince héritier qui réellement a besoin d'asseoir sa légitimité à travers le projet de Vision 2030 qui vise à diversifier et à moderniser l'économie saoudienne qui en a bien besoin. Est-ce que la rivalité avec Ankara influence aussi les choix stratégiques de Riyad et donc de MBS? Écoute, la rivalité des Saoudiens avec plusieurs acteurs, à la fois la Turquie, d'un côté les Émirats, différents acteurs régionaux, pose un problème à l'Arabie saoudite, c'est que par exemple, elle se rend compte que sur les questions par exemple d'industrie de défense, les Turcs ont très clairement pris un avantage. Les Turcs ont développé leurs drones via des sociétés comme Bayraktar, etc. Si on voit les Émirats ont un temps d'avance sur la question de l'intelligence artificielle, aussi sur le fait d'avoir fait de Dubaï un hub financier international et pas seulement régional. Le port de Jebel Ali aussi est un port internationalement reconnu comme un point d'ancrage pour l'économie internationale. Et tous ces éléments-là font que l'Arabie saoudite doit, dans la précipitation quelque part, pour que le prince héritier puisse asseoir son pouvoir et sa légitimité, devoir faire tout ce que, par exemple, les Émirats ont fait en 20 ans, ils doivent le faire eux en 5 ans. Et c'est là que ça rend les choses particulièrement difficiles, notamment parce que derrière, il y a un mondial qui est aussi prévu, un mondial de football en 2034. Donc tout cela fait qu'il y a beaucoup de pression. Et quand on parle de l'Arabie saoudite, contrairement à un pays comme les Émirats arabes unis ou au Qatar, où la population locale représente respectivement aux Émirats et au Qatar 10% de la population totale, en Arabie saoudite, on est face à une population de plus de 30 millions d'habitants. Donc évidemment, il faut aussi faire travailler les Saoudiens et aussi adapter, j'ai envie de dire, les compétences saoudiennes aux différents projets, mais aussi faire appel pour certaines fonctions très spécifiques qui méritent une expertise assez fine à des étrangers. Donc les coûts sont évidemment multipliés puisqu'il faut faire travailler à la fois des locaux et faire venir des experts étrangers quand le marché local ne suffit pas. Donc c'est une question très très complexe et l'ambition de Mohammed Ben Salman est positive dans le sens où elle a fait bouger les mentalités en Arabie saoudite en très très peu de temps, mais la difficulté c'est la mise en œuvre puisque là réellement on se frotte à des réalités de terrain et à des blocages qui sont des blocages structurels et qui remontent à plusieurs décennies de manque de vision et peut-être même de conservatisme. Dernière question, justement, sur ce chapitre purement géopolitique. Quelle place pour la Syrie dans le calcul géopolitique saoudien? Là, on est face à quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que les Saoudiens se sont rendus compte très vite que le changement de pouvoir et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed Shara allait changer la donne. Il est né en Arabie Saoudite une vision qui pouvait évidemment coller et aussi la volonté des Saoudiens de décoller, si vous me permettez l'expression, le HTS et son leader de la Turquie. Parce que quand
al-Shara est arrivé au pouvoir et que Bachar al-Assad s'est enfui, tout le monde voyait le HTS ou le HTC, c'est selon comme un espèce de bras armé de la Turquie. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça et que la relation même de ce groupe avec la Turquie était complexe, elle était ambivalente. Et les Saoudiens ont très bien compris cela, donc ils se sont positionnés en le recevant, lui permettant de rencontrer Donald Trump, on se souvient, à Riyad la première fois. Et donc, les Saoudiens ont fait très clairement de la Syrie un nouveau point d'ancrage et une priorité régionale. De l'autre côté, ça leur permet aussi de damer le pion aux Iraniens, qui ont été chassés depuis le retour d'Ahmed Shara, de mettre à distance les Turcs, même si les Turcs continuent d'avoir un rôle clé, mais de ne pas les laisser complètement dominer, et aussi de ne pas laisser le Qatar investir trop massivement et seul dans ce pays, puisque le Qatar, évidemment, faisait partie des rares pays avec le Maroc qui ont toujours condamné les agissements de Bachar el-Assad depuis 2011 contre son peuple. Donc évidemment, l'Arabie saoudite a placé la Syrie au cœur de sa nouvelle stratégie régionale et elle le fait main dans la main avec Donald Trump, qui lui aussi considère que le nouveau pouvoir syrien est une source de stabilité pour la Syrie, mais aussi pour l'ensemble de la région, sans bien évidemment tenir compte parfois des complexités locales et des différentes communautés, des tensions communautaires qui existent en Syrie. Mais quand on parle d'un point de vue purement géopolitique, c'est comme ça que à la fois les Saoudiens et les Américains voient la Syrie. Et évidemment, tout le monde sait que la Syrie et notamment le plateau du Golan, évidemment, tout cela est lié à Israël, et Israël a besoin d'un pouvoir stable en Syrie, mais aimerait un pouvoir plutôt fédéral, alors que les Saoudiens, tout comme les Turcs, et ça c'est un point commun entre eux, préfèrent un pouvoir centralisé et sur lequel ils puissent compter avec peu, on va dire, de différences idéologiques. Alors justement, parlant d'idéologie, peut-on parler d'un nouvel ordre régional, Hicham Moatadid? Et en parlant du président Shar, rappelons à ce propos qu'il était aussi à la Maison-Blanche quelques jours avant cette réception grandiose qui a été donc réservée au chef de l'État, ou en tout cas au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Alors, peut-on parler donc d'un nouvel ordre régional, Hicham Moatadid, qui se profile? Oui, bien évidemment, on est en train de parler d'un nouvel ordre régional qui est en train d'être structuré ou repensé en fait avec le retour de Trump au Proche-Orient, aussi pour repositionner en fait les intérêts américains et les protéger au sein de cette région du globe qui ne cesse pas vraiment de susciter l'intérêt de la Chine, mais aussi de la Russie, mais aussi tout le repositionnement en fait de diplomatique en fait par rapport aux notre région au Maghreb. Je pense que le rapprochement en fait de Washington-Riyad renforce en fait l'importance en fait du Maghreb comme zone tampon entre l'Europe, le Sahel et le Moyen-Orient. Et non seulement, c'est-à-dire le travail ne se fait pas uniquement au niveau du Proche-Orient, mais aussi toute cette dynamique a un impact en fait sur le Maghreb. Et les pays en fait maghrébins devront aussi recalibrer leurs relations avec Riyad en fonction de cette nouvelle hiérarchie stratégique. Et à ce niveau-là, le Maroc profite naturellement de cette en fait reconfiguration en fait grâce à ses relations déjà solides avec l'Arabie. Par contre, l'Algérie en revanche voit son pari en fait sur l'alliance russo-iranienne, comme vous l'avez mentionné plus tôt, qui devient plus coûteux et diplomatiquement en fait très demandant. Et pour la Tunisie, c'est une opportunité de chercher un soutien économique saoudien accru. Et cette visite en fait repositionne le Maghreb comme extension de la stratégie américaine au Proche-Orient. Et dans toute cette dynamique de la réception en fait de la Syrie ou bien même de MBS en fait va avoir un impact sur notre région du Maghreb. Aussi, il y a tout le côté en fait de sécurité régionale et de celle du Sahara aussi qui est lié à cette dynamique. L'Arabie saoudite pourrait renforcer en fait son soutien en plan d'autonomie marocain cohérent avec l'agenda américain. C'est à ce niveau-là en fait que l'administration américaine va gagner pour en fait aussi rappeler en fait son rôle et son appui en fait à la marocanité du Sahara. Et Washington aussi peut mobiliser Riyad pour peser sur la stabilité du Sahel, en particulier sur le Mali et le Niger. Et l'Algérie, à ce niveau, reste en fait de fort désolement stratégique. On l'a pu constater s'il maintient en fait son alignement avec Moscou, notamment sur les dossiers, sur en fait les aspects
qui suscite l'intérêt en fait de la Maison Blanche. Et le rapprochement en fait arabe autour de Washington marginalise la diplomatie régionale les plus rigides, et c'est ce que Washington essaie vraiment de repenser, restructurer par rapport en fait à ses intérêts, que ce soit au Proche-Orient ou bien au Maghreb. Et le Maroc, à ce niveau-là, devient en fait un pivot géopolitique entre Méditerranée, Atlantique et Golfe. Et là, vraiment, on l'a tous observé à travers, que ce soit en fait les propos d'un certain nombre en fait de politiques du State Department, ou même à un certain nombre de déclarations en fait dans les rapports des organismes américains. Et je pense que cette visite de MBS renforce en fait la position américaine dans les dossiers nord-africains, et non seulement en fait dans la région du Proche-Orient, notamment celles qui sont en lien avec les questions sécuritaires. Alors justement, vous avez précédé ma question, et c'était ma question pour clore cette discussion. Je l'adresserai donc aussi à Mohamed Badil Yatioui, ce que cela signifie pour le Maroc, bien naturellement, parce que cela nous concerne aussi. Mais écoutez, quand on est face à une situation comme celle-ci, avec deux partenaires historiques et partenaires stratégiques du Royaume du Maroc qui sont dans cette dynamique positive de coopération, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Et comme vous l'avez très bien dit il y a quelques minutes, il y a une recomposition régionale, il y a un nouvel ordre régional. Et évidemment, le fait d'avoir l'Arabie saoudite au cœur de ce dispositif au Moyen-Orient est quelque chose de positif pour le Maroc. Et le fait d'avoir aussi une cohérence de vue entre le Maroc, l'Arabie saoudite et les États-Unis peut permettre aussi d'avoir plus de stabilité du Moyen-Orient au Maghreb, et évidemment aussi permettre d'avoir des projets communs à deux, voire à trois. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très positif. Il y a aussi d'autres acteurs qui sont des acteurs importants pour le Maroc. Je pense notamment aux Émirats arabes unis, et le fait que toute cette géopolitique régionale est en train de se reconfigurer avec l'affaiblissement du croissant chiite est quelque chose de positif pour la stabilité de la région, et peut permettre aussi au Maroc d'avoir encore plus d'influence, une influence positive pour faire de la médiation et tenter de résoudre certaines tensions, certaines crises, voire même certains conflits dans la région, et avoir un rôle encore plus effectif sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Très bien, une dernière question sur donc, le lendemain de cette visite. On a parlé des enjeux, quid de l'après. Hicham Mouatadi d'abord. Je pense en fait que cette visite en fait va donner une bouffée d'air stratégique à MBS pour qu'il puisse vraiment repenser en fait ces dossiers stratégiques dans la région, en s'appuyant sur l'appui, le grand appui en fait de l'administration américaine, mais aussi personnellement de Trump. En fait, et c'est ce qu'il a en fait répété lors de la rencontre médiatique entre les deux chefs devant les journalistes au sein du bureau ovale. Et je pense que ce repositionnement en fait stratégique des Américains dans la région à travers le rôle de l'Arabie saoudite va redessiner un ordre régional au Moyen-Orient, et l'Arabie revient comme un acteur numéro un du monde arabe dans cette région, et le partenariat Riyad-Washington va marginaliser non seulement un certain nombre de puissances qui ne vont pas vraiment dans le cadrage, en fait, dans l'angle stratégique des Américains, mais aussi il va ouvrir à une nouvelle dynamique dans la région. Et ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment comment la Chine, mais aussi Moscou va réagir à cette visite en fait de MBS à la suite en fait de la mise en œuvre de ce plan. Et aussi, ce qu'il faut surveiller, c'est comment en fait l'Arabie saoudite va mettre en œuvre avec Washington cet arsenal en fait de promesses et aussi d'accords politiques vraiment dans la région, et quel serait l'impact en fait sur les acteurs, que ce soit étatiques mais aussi non étatiques dans la région, et comment on va avoir cela comme impact sur la dynamique, non seulement dans les relations d'Israël avec son entourage géopolitique, mais aussi de l'ensemble de la région avec l'Europe et aussi avec le Maghreb et le Sahel. Mohamed Badil Yatioui. Écoutez, il reste à voir comment, après ces belles images, les alliés régionaux des Américains, à savoir Israël et la Turquie, vont réagir. Israël, pour les raisons qu'on a expliquées, de volonté d'avoir toujours une longueur d'avance d'un point de vue de la technologie militaire. Pour les Turcs, si les Saoudiens ont le F-35 avant eux,
ça risque aussi de créer un certain nombre de discussions et de nouvelles négociations entre Ankara et Washington à ce sujet. Et d'un point de vue interne, pour Donald Trump, reste à savoir si l'ensemble du package qu'il a voulu, en tout cas qu'il a signé avec le prince héritier MBS, si le Congrès va accepter l'ensemble de ces décisions, et notamment le volet militaire, même si on sait que, évidemment, l'Arabie saoudite reste le principal client en matière d'armement, et il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient peut-être poser problème au Congrès, et là, on verra comment Donald Trump et son administration sortiront de ces négociations internes. Merci beaucoup, merci Dr Mohamed Badili Hatchoui, merci d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission. Ça a été un plaisir comme toujours, merci à vous. Marhaba, largement partagé. Merci aussi à Hicham Ouattadi d'Expérience Stratégie Politique d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu que vous pouvez retrouver sur nos plateformes digitales. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous.